Géopolis Télévision, dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, le journal. Il est de notre devoir de vous informer, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Voici le sommaire. Messe de célébration du 60e anniversaire du martyr de la bienheureuse Anwarité Nenga Peta. Le chef de l'État qui a pris part à la cérémonie a annoncé la construction d'une basilique à Isiro qui abritera les reliques de la religieuse congolaise. Et puis, lancement officiel à Kinshasa ce lundi 2 décembre des journées nationales de la vaccination contre la poliomyélite, un événement majeur pour lutter contre la maladie en RDC. Commençons avec cette information. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a pris part ce lundi 2 décembre à Isiro, dans le Haut-Ouélé, à la messe de célébration du 60e anniversaire du martyr de la bienheureuse Anwarité Nenga Peta, assassinée par les rebelles Simba en 1964. Au cours de cette messe, Félix Tshisekedi a annoncé la construction d'une basilique à Isiro qui abritera le sanctuaire Marie-Clémentine Anwarite ainsi que les restes de cette religieuse congolaise. Patience Lokik. Une brève dans ce journal, le processus de Luanda et celui de Nairobi devraient être fusionnés en un seul processus de recherche de paix en RDC. C'est l'une des recommandations du sommet des chefs d'État d'Afrique de l'Est tenu à Arusha en Tanzanie ce week-end. Les chefs d'État ont pris cette décision en raison de la complexité des processus parallèles. Les leaders de la communauté d'Afrique de l'Est appellent à une approche coordonnée des efforts. Une réunion devra en outre se tenir entre la communauté d'Afrique de l'Est et la SADC, dont les troupes appuient les FRDC sur les théâtres des opérations. Rappelons que le président de la RDC, en tournée dans l'Est de son pays, avait boycotté ces assises. Toujours en matière de sécurité, cela fait 3 ans depuis que l'armée congolaise et l'armée ougandaise sont en opération conjointe en Ituri et dans le Nord Kivu contre les ADF. 3 ans, cela suffit. L'armée ougandaise doit se retirer et laisser les FRDC finir le travail. C'est ce que propose Nikez Kibel. L'expert des questions militaires estime qu'à ce stade, les FRDC sont à même de contenir les ennemis qui ont eux-mêmes tendance à se disperser et à étendre la menace à mesure qu'ils fuient le bombardement des Ougandais. Nikes Kibel a été interrogé par Patrick Ilunga. Vous ne pouvez pas tuer toute la population. L'UPDF a fait 3 ans, aujourd'hui ça fait 3 ans, mais il faut constater 2 choses. Lorsque les FRDC étaient seuls, la menace était contenue dans ce qu'on a appelé le triangle de la mort. C'est-à-dire, vous avez Kamango, Watalinga, vous avez Basho avec Malika, et vous avez Erengeti avec Kainama. Donc c'est dans le Rwenzori où les ADF vivaient et les opérations se passaient dans le Rwenzori. Mais regardez aujourd'hui, ils sont à Irumu, ils sont à Mambasa, ils sont même dans les Lubero. C'est-à-dire que lorsqu'on procède par des bombardements, on disperse l'ennemi. Et comme l'ennemi a 2 stratégies, vous avez la mobilité et vous avez l'imprévisibilité, il se déplace en petits groupes. Alors, si l'ennemi arrivait à Kisangani, c'est-à-dire l'UPDF doit aussi aller à Kisangani. Si l'ennemi arrivait à Kinshasa, l'UPDF doit aussi arriver. Non. Au sein des ADF MTM, vous avez au moins 6 nationalités. Vous avez les Congolais, vous avez des Burundais, des Ougandais, des Tanzaniens,
quelques Rwandais et même des Kenyans. Alors, si chaque pays surveille les frontières, parce que ceux qui viennent, ils viennent des pays étrangers, et qu'on faisait juste l'échange de renseignements, nous pouvons contenir. Mais regardez, il y a des Ougandais qui entrent chaque jour, il y a des Burundais, il y a des Kenyans. Pourquoi l'UPDF ne peut pas aller sécuriser ses frontières et nous laisser nous combattre ceux qui sont congolais ou qui sont au Congo? Donc, nous avons vécu les cas avec l'Afghanistan, les Américains, après 20 ans, ils sont partis, les Français au Sahel, ils sont partis. Donc, il faut que nous-mêmes, nous puissions mettre des stratégies pour combattre cette guerre qui est asymétrique. La souris, on la tue avec le chat. Donc, il faut des méthodes qui sont adaptées à cette guerre. Regagnons Kinshasa, mais en parlant santé cette fois-ci, la place des évolués a abrité ce lundi 2 décembre le lancement officiel des journées nationales de vaccination contre la poliomyélite, un événement majeur dans la lutte contre cette maladie en République démocratique du Congo. Domomat nous en dit plus. La cérémonie a débuté par le mot des bienvenus du bourgmestre de la commune de la Gombe, suivi de l'intervention du directeur du Comité national de lutte contre la polio, qui a salué les progrès significatifs réalisés par le gouvernement congolais et ses partenaires. Il a réaffirmé l'engagement des partenaires financiers et techniques pour accompagner la RDC dans l'éradication de cette maladie. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, le Dr Samuel Roger Kamba, a révélé que la RDC, après avoir enregistré 500 cas de poliomyélite en 2022, n'en a comptabilisé que 24 en 2024. Il a attribué ces résultats à l'engagement constant du président Félix-Antoine Tshisekedi, qui a fait de la santé des Congolais une priorité dès son accession au pouvoir. Le président de la République, chef de l'État, qui est décidé à faire de la santé de nos populations sa grande priorité, est aujourd'hui engagé, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, dans cette vision de diminuer toutes les maladies évitables par la vaccination. Le ministre a également rappelé l'importance de la vaccination pour réduire la morbidité, citant l'exemple de la variole et de l'mpox. C'est la baisse de cette vaccination qui fait remonter de nouvelles pathologies. Nous voyons par exemple que pour mpox, les personnes âgées qui étaient bien vaccinées contre l'ancienne variole, la variole humaine, sont aujourd'hui protégées contre mpox d'origine donc animale. Richard Emene, un témoin et victime de la polio, a partagé son expérience poignante, soulignant l'impact dévastateur de la maladie et l'importance cruciale de vacciner les enfants pour prévenir des futures souffrances. Na baboti nyonso ya République démocratique du Congo et surtout na baboti ya Ngomba Kinshasa bapesa bana na bango mangwele ya buka ngai oyo natelemi liboso na bino nabotamaki boye te tata na mama babotaki nga mobimba. Lors de la cérémonie, quelques enfants ont été vaccinés symboliquement. La vaccination interviendra en effet pour les autres du 5 au 6 décembre 2024. Tous les parents doivent faire vacciner leurs enfants, a insisté le ministre de la Santé. Toujours dans le domaine de la santé, la revue annuelle du programme de gratuité de la maternité des soins du nouveau-né s'est ouverte ce lundi 2 décembre à Kinshasa, un événement essentiel dans le cadre de la mise en œuvre de la couverture santé universelle en République démocratique du Congo. Ce programme, lancé le 5 septembre 2023 par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, incarne l'engagement du gouvernement à éliminer les barrières financières à l'accès aux soins, notamment pour les mères et les nouveau-nés. La revue annuelle du programme de gratuité de la maternité et des soins du nouveau-né s'est ouverte ce lundi 2 décembre à Kinshasa, un événement essentiel dans le cadre de la mise en œuvre de la couverture santé universelle en République démocratique du Congo. Dans son discours d'ouverture, le coordonnateur du CNSU, le Dr Kabila, a souligné la responsabilité collective face aux défis de la mortalité maternelle et infantile, des enjeux qui restent parmi le plus préoccupant au monde. Depuis son lancement, le 5 septembre 2023, par son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, ce programme symbolise notre volonté collective
d'éliminer les barrières financières à l'accès aux soins, particulièrement pour les mères et les nouveau-nés. Il s'agit, plutôt, je voulais dire, d'un engagement fort à répondre aux défis de mortalité maternelle et non-natale qui demeurent parmi les plus élevés au monde. Pour sa part, le ministre de la Santé publique, de l'Hygiène et de l'Environnement social, le docteur Roger Samuel Kamba, a rappelé l'importance stratégique de cette revue annuelle pour évaluer le progrès réalisé et définir les actions futures. De soi que ce programme est un élément très positif du dispositif de la couverture santé universelle. Mais cependant, au bout de la première année, nous devons être conscients des défis majeurs que cela a suscité. Défis au niveau des prestataires de soins qui doivent revoir toutes leurs procédures. Défis au niveau de l'amélioration de l'offre de soins, notamment en termes d'équipement, en termes de structure de soins. Défis au niveau de médicaments qui sont un problème majeur avec malheureusement beaucoup de molécules de mauvaise qualité qui circulent. Cette revue annuelle représente une occasion précieuse pour tirer les enseignements de la première année du programme et ajuster les stratégies pour son extension à l'échelle nationale. Le ministre a également mis en avant l'importance de l'approche coordonnée et inclusive pour faire de la couverture santé universelle une réalité. Le programme de gratuité de soins maternels et néonataux reste au cœur de priorités gouvernementales pour réduire la mortalité et améliorer la qualité de vie des Congolais. Sur le plan économique, après la signature de l'accord de joint venture entre la société minière Kisenge Manganese et Blue Sky Mining, le ministre du portefeuille Jean-Lucien Boussa Tongba obtient l'aval du Conseil des ministres pour la relance de la parapublique, une relance des activités qui offrira des externalités positives à la province du Lualaba. De plus amples détails avec Dieudonné Boinali. Entre les préparatifs des États généraux du portefeuille et ses fonctions ministérielles, les ministres du portefeuille Jean-Lucien Boussa Tongba ne ménagent aucun effort pour redonner des lettres de noblesse à son secteur. S'agissant particulièrement du dossier de relance de la société commerciale minière de Kisenge Manganese, après la signature de l'accord de jointe venture avec Blue Sky Mining SRAR, après avoir rappelé l'historique de cette société et les soubresauts qu'elle a connus jusqu'à ce jour, le ministre du portefeuille soutient la relance de cette société commerciale congolaise. Il s'agira notamment de maintenir sa participation dans l'actionnariat à 20% et celle de l'État congolais à 10% pour les 5 premières années, avec la clause de faire évoluer les actions à 39% pour faire avec l'État 49% à partir de la 6e année de la construction d'une usine de traitement d'or en Pokoto devant permettre à Kisenge Manganese, au-delà de la relance de la production, à résorber le chômage dans la communauté et ses environs par la création de près de 600 emplois directs et 1000 emplois indirects. À en croire les sources proches du dossier, cette usine relancera les activités de Kisenge Manganese et offrira des externalités positives dans la région. Le partenariat entre Kisenge Manganese et Blue Sky Mining est conclu pour une durée de 20 ans équivalent à la validité des 4 permis d'exploitation concernés avec possibilité de prorogation. La phase initiale comporte les essais de mise en service des installations, d'une part, et la production conforme aux exigences de qualité de l'étude de faisabilité actualisée d'autre part. Et puis le président américain Joe Biden est arrivé ce lundi 2 décembre à Luanda en Angola, un choix stratégique visant à revitaliser le corridor Lobito, un projet de chemin de fer clé reliant la République démocratique du Congo à la côte atlantique angolaise, financé par les États-Unis et l'Union européenne. Ce projet vise à contrer l'influence croissante de la Chine sur le continent, alors que Biden s'engage dans cette mission diplomatique. L'avenir des initiatives américaines en Afrique dépendent désormais de l'administration entrante de Donald Trump. Suivez.
Du 2 au 4 décembre 2024, le président sortant des États-Unis, Joe Biden, est en visite en Angola pour promouvoir le corridor de Lobito, un projet stratégique visant à relier le port de Lobito à la Zambie, en passant par la République démocratique du Congo, et qui servira de voie d'évacuation des minerais produits dans le Grand Katanga, principalement le cuivre et le cobalt. Ce corridor représente une opportunité économique pour l'Angola pour la diversification de son économie, et traditionnellement dépendante des exportations pétrolières. En facilitant le transit des marchandises, le corridor de Lobito pourrait transformer la région en un hub logistique clé, stimulant ainsi le commerce intra-africain et attirant des investissements étrangers. Et ce projet pourrait également dynamiser des secteurs comme l'agriculture et l'industrie, en créant de nouveaux emplois. Cependant, des défis subsistent. Il est crucial que les retombées économiques profitent à la population locale pour éviter des tensions sociales. Le corridor de Lobito offre une opportunité significative pour l'Angola et la région. Mais la réussite dépendra de la capacité des autorités à surmonter les obstacles et à garantir une gouvernance transparente. En sport, les violences dans les stades en République démocratique du Congo ressurgissent à nouveau dans les rencontres de football du championnat national. La dernière en date est celle du derby quinois qui a opposé l'ASV Club au Daring Club Motema Pembe. Blaise Kozola nous en dit plus. La sécurité dans les stades pose de plus en plus de problèmes en RDC. Depuis le démarrage de la 30e édition de la Ligue nationale de football, les arbitres, les officiels, le joueur et les journalistes sont systématiquement victimes de violences verbales et physiques. Les bagarres entre supporters et les mouvements de foule sont très souvent au rendez-vous. À ces stades s'ajoute le bousculade entre les policiers et les supporters, les injures dont les arbitres et joueurs sont également victimes pendant ou après un match de football. Le dernier en date est celui du match entre l'ASV Club et les Daring Club Motema Pembe, c'est dimanche 1er décembre 2024 au stade Tata Raphaël où les supporters du club vert et blanc ont tabassé leurs propres joueurs à la fin du match après l'heure de fête 2-1. Ces mauvais comportements des uns et des autres créent parfois un climat d'insécurité dans les stades RD congolais. Dimanche 3 novembre 2024 à Kinshasa, le stade Tata Raphaël a été transformé en un champ de bataille durant les deux affiches qui ont eu lieu dans ces installations sportives entre d'une part l'OC Renaissance et l'AS Dauphin Noir et d'autre part VEC Club les Aigles du Congo. Suite à un penalty accordé à l'AS Dauphin Noir de Goma en seconde période, lequel penalty a profité pour remettre le pendule à l'heure, un groupe de supporters de Renaissance mécontents est descendu sur la zone neutre pour s'attaquer au trio arbitral et aux joueurs de l'équipe adverse. Réduit à 10 après les cartons rouges obtenus par leur joueur Mungo Mbazito, les Oranges de la capitale ont encaissé un deuxième but dans les temps additionnels. Au coup de sifflet final du match perdu par les Quinois, 1 contre 2, des dizaines de supporters locaux ont pris d'assaut la pelouse, lançant ainsi des pierres et autres bouteilles. Les vidéos devenues virales dans les réseaux sociaux montrent l'ampleur d'une bagarre à laquelle participent des centaines de supporters alors que les agents de sécurité sont restés immobiles. Le même scénario s'est répété quelques secondes avant le coup d'envoi de la deuxième rencontre opposant l'ASV Club au FC Les Aigles du Congo. Des affrontements entre les supporters de VEC Club et Renaissance ont éclaté faisant 3 blessés. Profitant de l'imbroglio, un spectateur envié en vert et noir a failli donner un coup à un arbitre assistant. Heureusement que celui-ci s'est infiltré entre les éléments de la police pour se protéger. Récemment au stade Kibasa Maliba, le match qui avait opposé l'FC Saint-Lupopo au TP Mazembe a été interrompu pendant une dizaine de minutes à cause du désordre survenu derrière le but de Cheminot. Face à ces situations, il revient aux autorités compétentes, organisateurs de la Linafoot ainsi qu'aux responsables de clubs de prendre des dispositions pour mettre fin à ces climats d'insécurité qui ne profitent pas à l'émergence du football congolais.
Toujours dans le même registre, ce lundi 2 décembre, une pause a été observée à la 26e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Senior Dames RDC 2024. Après 2 journées de compétition, la compétition reprend ce mardi 3 décembre. Qualifiée pour les quarts de finale, la République démocratique du Congo affrontera l'Angola, tenant du titre à 4 reprises. Les Léopards de la RDC ont battu la Guinée le dimanche 1er décembre, tandis que l'Angola a défait le Cameroun. Retrouvez le détail de cette 4e journée avec Blaise Kozola et Eneka Bamba qui étaient sur place. La 26e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de handball Senior Dame Kinshasa 2024 poursuit son bonhomme de chemin au gymnase jumelé du Stade des Martyrs. C'est dimanche 1er décembre. Nous avons assisté au match de la 4e et avant-dernière journée de la phase de groupe. La République démocratique du Congo, après avoir battu la Tunisie samedi dernier, s'est débarrassée de la Guinée sur le score de 32-24 au terme d'une rencontre où le fauve congolais ont bien maîtrisé dans son ensemble. Le coéquipière de la capitaine et la très expérimentée Christiane Moissessa ont bien réussi à contrer les attaques guinéennes et ont fait plaisir au public congolais venu nombreux le soutenir. Évidemment, c'est des choses qu'on analyse en vidéo, qu'on essaie de travailler sur ce qui pourrait nous arranger par rapport à nos points forts, par rapport à ce qu'on sait faire aussi. Et puis j'ai la chance dans l'équipe d'avoir des joueuses qui sont plutôt mobiles et qui sont aussi de bonnes joueuses de handball, donc intelligentes tactiquement, et donc qui sont capables aussi de s'adapter par rapport à l'adversaire et par rapport à ce qu'on nous propose. Donc ça marche souvent grâce à elle. Moi je vais dire, c'est pas que Christiane Moissessa qui va jouer sur le terrain. Bien sûr, c'est mes collègues et on va travailler sur ça pour affronter l'équipe d'Angola tous ensemble. C'est pas parce que je joue en Angola que c'est moi qui connais plus les joueuses. L'entraîneur il est là, on travaille sur ça. On va essayer d'aller avec les objectifs que les entraîneurs, tout le monde connaît. On a un objectif en commun et avec le conseil des entraîneurs et tous ceux qui ont travaillé sur les terrains et aux entraînements, on va essayer d'appliquer pour affronter l'Angola et donner les meilleurs de nous-mêmes. Grâce à cette victoire, la RDC totalise 6 points en 4 sorties et monte à la 2e place au détriment du Cameroun et à la même occasion se qualifie pour le quart de finale avant la dernière journée où elle fera face à l'Angola tenante du titre le mardi 3 décembre prochain. Plus tôt dans la journée, 5 autres rencontres se sont disputées aux 2 gymnases dont voici les résultats. Congo-Cap-Vert 25-21, Cameroun-Angola 14-31, Ouganda-Tunisie 18-47, Égypte-Kenya 45-17 et Sénégal-Algérie 23-16. À suivre, c'est mardi 3 décembre pour le compte de la 5e et dernière journée, 14h Tunisie-Cameroun, 16h Congo-Sénégal, 13h Guinée-Ouganda, 15h Cap-Vert-Égypte, 17h Algérie-Kenya et 18h RDC Angola. C'est ainsi que nous mettons fin à l'actualité nationale. Place à présent à la page internationale. Le poulet est l'espèce animale la plus élevée au monde pour la consommation alimentaire avec plus de 20 milliards de têtes. Si sa viande est actuellement la 2e la plus plébiscitée après le porc, cette tendance devrait s'inverser dès 2027. Suivez. Qu'elle soit grillée au feu de bois, laquée ou marinée, la viande de poulet dominera les assiettes des consommateurs des produits carnés dans le monde dès 2027. La consommation de viande de poulet est attendue autour de 117 millions de tonnes de 2027 avant de culminer à 120 millions de tonnes d'ici 2030. Depuis lors, la consommation de viande de poulet n'a cessé d'augmenter, portée par une productivité croissante liée à l'amélioration de la génétique, du ratio aliment-viande, quantité d'aliments nécessaires pour produire 1 kg de viande et par une préférence marquée des consommateurs. En effet, partout à travers le monde, la viande de poulet est de loin la viande la plus abordable et présente un meilleur rapport entre teneur en protéines et matières grasses que les
les viandes rouges. Ces différents facteurs continueront à peser davantage en faveur de la consommation, en plus de l'urbanisation rapide, de l'accroissement des revenus et des préoccupations écologiques. Avec sa production relativement moins consommatrice des ressources naturelles comme l'eau et moins émettrice des gaz à effet de serre que les bœufs, la viande des poulets est plus attractive pour les consommateurs soucieux de durabilité et de protection de l'environnement. Si la viande des poulets sera la principale source de protéines carnées, c'est d'abord à cause de la croissance prévue en Asie et en Afrique. Sur les continents les plus peuplés, l'Inde, le Vietnam, les Philippines porteront l'essor de la demande avec des hausses attendues respectivement de 27%, 17% et 15%. En Afrique, la consommation devrait grimper de 21% à 7,54 millions de tonnes. Pendant ces temps, l'accroissement limité de la population limitera la demande de viande de poulet dans l'Union européenne et au Royaume-Uni qui devrait enregistrer une hausse de 10% de leur consommation d'ici 2030. Du côté des États-Unis d'Amérique, premier marché des consommations, la croissance devrait être également modérée avec 4% de hausse à 18,4 millions de tonnes. Plus globalement, Platt souligne que le Brésil devrait être le grand gagnant de l'essor de la consommation mondiale. Les pays d'Amérique du Sud, déjà premier exportateur mondial avec plus de tiers du marché, renforcera ses ventes d'ici 2030 en approchant les 5 millions de tonnes. Une autre façon de vous informer, c'est avec la revue de presse. Mesdames et messieurs, faisons place à cette revue de presse avec cette élection et commentaires de Maris Bouleli. Bonsoir Madame, Monsieur, bienvenue dans cette revue de presse. Au sommaire de journaux parus dans la ville de Kinshasa, c'est lundi 2 décembre 2024, Géopolis Hebdo titre « La population quinoise dans un pétrin éternel ». Commençons cette revue de presse avec ces sujets phares qui touchent la capitale congolaise. Annoncé comme une mesure préventive pour lutter contre la congestion routière dans la capitale congolaise, le système de circulation à sens unique fait couler beaucoup d'encre et de salive. Si pour les uns, cette mesure est palliative et essaie de résoudre tant soit peu les problèmes d'embouteillage, comme est le cas de l'avenue Ngouma, et pour les autres, par contre, il n'est qu'une goutte de pétrole dans le feu, tel est le cas sur le boulevard du 30 juin. La situation devient de plus en plus inquiétante et précaire. Suite à cette situation inquiétante, des chauffeurs ont majoré doublement et volontiers le coût de course. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Daniel Bumba, a été instruit d'envisager comment procéder dans le prochain jour à la vérification de contrôle technique, assurance, plaque d'immatriculation, avec comme conséquence la réduction du nombre de véhicules. Forum des As titre, la RDC obtient l'ouverture d'un procès contre le Rwanda à la CADHP. La République démocratique du Congo poursuit son offensive sur le plan international. Après avoir initié des actions devant la Cour de justice de la Communauté d'Afrique de l'Est, EAC, et vu la Cour pénale internationale, CPI, relancer des enquêtes au Nord Kivu, un nouveau front judiciaire s'ouvre. Le pays de Tshisekedi vient d'obtenir l'ouverture d'un procès contre le Rwanda devant la Cour africaine des droits de l'homme et de peuple. Cette nouvelle a été annoncée hier dimanche 1er décembre 2024 par le vice-ministre de la Justice, Samuel Bemba Kabouya, qui s'est appuyé sur une correspondance officielle de la CADHP. Celle-ci précise qu'une audience publique sur la compétence, la recevabilité de l'affaire est fixée au 12 février 2025 à Arusha, en Tanzanie. Et le quotidien rajoute que le président Félix Tshisekedi et son gouvernement démontrent une fois de plus leur volonté de mettre en œuvre tous les moyens juridiques à leur disposition pour réclamer justice face aux exactions commises sur le territoire. Parlons santé avec Info 27 qui titre « Le cas suspect de Pox en République démocratique du Congo s'est prolifère en passant de 478 à 893 cas ».
À l'heure où le comité d'urgence de l'Organisation mondiale de la santé a décidé de maintenir l'épidémie du variole de singe au rang d'urgence de santé publique de portée internationale, le nombre de cas suspects liés à cette maladie ne cesse pas d'augmenter en République démocratique du Congo. Présent vendredi 29 novembre 2024 à la 24e réunion du Conseil de ministres tenue à Kalemi, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, Roger Kamba, a signalé une augmentation de cas suspects passant de 478 à 893 et une hausse de létalité des 0,21 à 1%. Selon lui, il est ici observé une prédominance de cas notifiés dans le province du Sud Kivu, Chouapa et Nord Kivu, représentant 70% de cas suspects. Fin de cette revue de presse. Au revoir. Ce journal est terminé, mesdames et messieurs. Je vous rappelle les différents titres. Messe de célébration du 60e anniversaire du martyr de la bienheureuse Anne-Rité Nengapeta. Le chef de l'État qui a pris part à la cérémonie a annoncé la construction d'une basilique à Isiro qui abritera les reliques de la religieuse congolaise. Et puis lancement officiel à Kinshasa ce lundi 2 décembre de la vaccination contre la poliomyélite, un événement majeur pour lutter contre la maladie en RDC. Ce journal est complètement terminé, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur votre chaîne Géopolis Télévision. Au revoir.